Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Bourdeaux News. Samedi se déroulaient à Lausanne les championnats suisses juniors de boxe. Un enfant du quartier, Jérémy Canabat, y participait. D'ailleurs, il a gagné son match de gala contre Michael Conglio dans la catégorie des super légers. Et pour le titre de champion du Suisse, c'est le boxeur du National Sporting Club Ali Lirondo qui a battu le Bernois Benny Jaeger. Bravo à lui! Retour à Genève où se tenait il y a maintenant 2 semaines le Festival international du film du droit humain, avec un film consacré au Congo et qui s'intitule « Un combat pour la vie ». En effet, depuis le génocide rwandais, la République démocratique du Congo accueille bien malgré elle des hordes rebelles armées qui terrorisent la population du Sud Kivu. Viols, meurtres et tortures sont devenus monnaie courante. Christine aide quotidiennement les femmes victimes systématiques de ces exactions. Ce film retrace son courageux combat. Elle était à Genève pour dénoncer ces atrocités. Je suis à Bukavu, ville frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. C'est là que je retrouve Christine. La dernière fois que je l'ai rencontrée, c'était ici même il y a 6 ans, dans cette province du Sud Kivu, terre de massacre. Ce qui m'a frappé dans ce film, c'est qu'on ne sait pas en fait qui sont les violeurs, qui sont les coupables. Toutes ces femmes disent on a été violées et vous ne dites pas, ou je ne sais pas si on ne peut pas le dire, on ne peut pas le savoir, et qui sont un petit peu les responsables, ce qui amène évidemment à la prévention et aux problèmes de droit et de justice que ces femmes réclament. Pour 60% à peu près des viols, ce sont les milices hutu-rwandaises qui ont commis les génocides au Rwanda déjà en 1994. Pour le reste, les 40%, il y a ce qu'on appelle des bandes armées non autrement identifiées. Et malheureusement, aujourd'hui, de plus en plus, il y a aussi des membres de l'armée congolaise. En fait, ce que nous faisons, c'est identifier les femmes victimes de viol. Et aujourd'hui, on en compte plus de 100 000 dans la province du Sud Kivu. Et au niveau de notre programme même, on en a déjà identifié plus de 20 000 qu'on essaye de faire soigner dans un hôpital de référence, parce que pour la plupart, elles ont des fistules. Depuis 1994, l'année du génocide au Rwanda, pas de répit. La guerre est toujours là. Des soudards écument la région. Des hommes en armes, rebelles ou militaires, règnent en maîtres. Ils sont tout-puissants. Le seul moyen de pression que nous ayons, c'est la dénonciation par les voies de presse, surtout internationales. Mais sinon, localement, c'est impossible parce qu'on est constamment nous-mêmes menacés et en danger. Christine Descriver a échappé au pire. Cette jeune femme, fille d'un planteur belge et d'une Congolaise, a été enlevée sur la route de l'aéroport et menacée d'exécution. Ouais. Comme sa meilleure amie, dont la photo ne la quitte jamais. D'abord, on l'a violée, massacrée devant son mari, et puis on a tué le mari. Ouais. Donc elle avait 3 enfants, ils sont restés orphelins. Et moi, je suis la marraine de son fils aîné, c'est ça qui me donne un peu cette force. Il y a de plus en plus de violence, je pense partout. Bon, chez nous, en Afrique, c'est une autre forme de violence parce que quand on regarde, par exemple, depuis les années 80, il y a beaucoup moins de guerres, mais les guerres s'accompagnent d'une violence incroyable. C'est ce que je dis, par exemple, les viols qu'on a à l'est du Congo, ce ne sont plus des viols, entre guillemets, normaux. Ce sont des viols accompagnés d'une violence extrême. Le viol. C'est le fléau qui ravage la région, un cauchemar pour chaque femme du Sud Kivu. Aujourd'hui, Christine distribue de la nourriture à près de 500 femmes regroupées à la sortie de la ville. Des femmes violées, abandonnées à leur sort. Vous parliez précisément de viol d'enfants, de tout petits enfants dont vous avez été témoin, etc. Mais à quoi on peut attribuer ce genre de choses ? En fait, ce sont ce que nous appelons maintenant des viols rituels, parce qu'on a de très jeunes bébés et de très 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 vieilles femmes. Et il y a des croyances sataniques qui laissent croire que plus on les viole jeunes, plus on les viole vieilles, ça donne une certaine immunité contre le sida. Et pour ces violeurs,
ils attrapent ce qu'on appelle une force de Superman, de surhomme, quoi. Des rites qui n'épargnent pas grand monde. Ici, toutes les femmes sont victimes. Même cette vieille paysanne a été violée. Elle ne peut pas connaître la troupe, mais elle dit que seulement on l'a rencontrée dans les champs. Bangapi, combien? Bachar. Ils étaient 3. Elle allait mourir, c'est ce qu'elle dit. Elle a été violée par 3 militaires. Est-ce que vous imaginez quand même une fois qu'il y aura une issue, une solution? On espère de toute façon, parce qu'il y a d'abord tout le problème, tout le traitement psychologique, parce que ces femmes ont subi énormément de violences, et après il y a la réinsertion dans leur communauté de base. La visite n'est pas terminée. Le docteur Mukwege m'entraîne à l'écart. Sous ce hangar, elles sont plus de 200. Toutes ont été torturées, martyrisées dans leur chair. Il y a tous les âges. Certaines ont 60 ans, d'autres sont encore des enfants. Nous, on est démunis surtout, comme je le dis toujours, face à ce silence, qui pour moi est un silence complice de notre gouvernement au niveau du Congo et de la communauté internationale, parce que c'est quand même une guerre qui nous a été imposée par la communauté internationale. On reste dans les droits humanitaires avec notre série du CICR. Cette semaine, on retrouve Messages familiaux, des lignes de vie au Yémen. Si le message de mon fils arrive en retard, ça me déprime tellement, je ne peux pas le supporter. Je perds pied et Dieu me pardonne. Je deviens folle. She will be crazy. Dans le porte-document de ce volontaire du Croissant Rouge, des messages familiaux qui sont bien plus que des mots. Des lignes de vie pour ceux qui ont un proche détenu sur la base américaine de Guantanamo. Ce jour-là, Najib Sultan vient remettre 3 lettres écrites par l'un des fils de cette famille, emprisonné depuis 4 ans. Quand je reçois une lettre de mon fils, s'il y a des bonnes nouvelles, je suis heureuse. Mais si les nouvelles sont mauvaises, je pleure. Je prie Dieu pour qu'il soit libéré un jour ou l'autre. Mon fils me manque tellement. Recevoir une lettre écrite de la main de son fils, une émotion intense pour cette femme, qui peine à comprendre pourquoi il est détenu si loin. Je suis triste et fâchée qu'il soit là-bas. Pourquoi est-ce qu'il vit là-bas, à Guantanamo? Ça me rend triste tous les jours. Absence douloureuse également chez les Halila. Un message leur a appris qu'un proche, disparu depuis des mois, est emprisonné à Guantanamo. Pour la famille, le coup est dur. Notre vie est très difficile, surtout parce que les enfants sont encore petits. Leur papa leur manque. Ils posent beaucoup de questions. Nous vivons une tragédie. Il n'avait pas seulement ses enfants à charge, mais aussi ses frères. Il était le chef de famille. Les messages rassurent les proches et soutiennent également les détenus. Sans aucun doute, les messages lui remontent le moral. Ils le soutiennent et l'aident à patienter. Même si ce qu'il écrit est parfois censuré, ça lui permet d'exprimer sa souffrance. Comme on dit ici, mieux vaut une bougie dans la nuit que l'obscurité totale.
Pour être transmis, les messages familiaux ne doivent contenir que des informations générales et familiales. Pas de détails, mais grâce à ces missives, les proches des détenus savent qu'ils sont toujours vivants. De maison en maison, Najib Sultan poursuit sa tournée. Dans le monde, le CICR a déjà transmis près de 21 000 messages dans 30 pays entre les détenus de Guantanamo et leurs proches. Ces messages nous ont sauvés. Sans eux, sa mère et ses frères seraient devenus fous. On n'aurait même pas su où il était pendant ces 4 dernières années. J'aime ce travail car, à mes yeux, c'est très important de trouver ce qui est arrivé aux personnes qui ont disparu. C'est à la fois un plaisir et une grande responsabilité. Ces messages sont une lueur d'espoir pour les familles. Reste que la situation n'est pas toujours facile à comprendre pour les proches. Dans les écoles, le CICR explique ainsi le travail de l'organisation. Ce jeune adolescent, dont le frère aîné est emprisonné à Guantanamo, écoute attentivement les cours. Car le processus de vérification du contenu ralentit souvent les messages. Il faut parfois plusieurs semaines avant qu'ils n'arrivent enfin. Quand les messages de mon fils n'arrivent pas, on se fait tous du souci. On a peur qu'il ait été tué. Nous avons une contrainte, c'est que les messages doivent passer par la censure. Ils doivent être lus par les autorités. Nous ne pouvons transmettre que les nouvelles familiales. C'est extrêmement important, même si ce ne sont que des petites nouvelles, tristes ou bonnes. C'est la seule façon de maintenir un lien avec les familles. Mais au Yémen, les messages familiaux du Croissant Rouge ne sont pas réservés aux seuls prisonniers. Des civils séparés de leur famille par des conflits armés utilisent également ce moyen pour rester en contact. C'est le cas de Rio, une Somalienne de 33 ans réfugiée au Yémen, où elle vit seule. Le conflit armé et l'insécurité l'ont contrainte à fuir son village du sud de la Somalie, où son mari et son fils ont été tués. Au Yémen, Rio a trouvé de la sécurité, mais sa santé reste fragile. Depuis 5 ans, pour survivre, elle vend des petits objets en faisant du porte-à-porte. Son maigre revenu ne lui permet pas de payer les frais de communication pour rester en contact avec d'autres membres de sa famille, éparpillés dans plusieurs pays. Elle a donc demandé l'aide du CICR à Sanaa. Ces messages familiaux permettent à Rio de communiquer avec sa sœur, qui se trouve dans un camp de réfugiés au Kenya. Elle a pu ainsi lui donner des nouvelles de leur père, dont elles avaient perdu la trace pendant de longues années. J'aimerais recevoir un coup de fil, qu'ils m'appellent et que je puisse les appeler. Mais je ne peux pas, car chaque minute, vous n'imaginez pas combien cela coûte. Moi, je n'ai pas les moyens pour téléphoner. Since the members of the family have scattered, la famille est éparpillée et ses membres se trouvent dans différents coins du monde. Il faut donc qu'ils puissent communiquer pour connaître la situation des uns et des autres et pouvoir s'aider. La plupart des Somaliens réfugiés au Yémen dépendent des membres de leur famille qui vivent à l'étranger. Depuis des années, comme nombre de réfugiés somaliens qui vivotent à Sanaa en attendant des jours meilleurs, Rio espère rejoindre un autre pays. Au Yémen, le Croissant Rouge achemine ainsi de 5 à 6 000 messages familiaux par année entre des réfugiés démunis et leurs proches, pour lesquels toute autre forme de communication reste un luxe inaccessible. Samedi 24 mars, sur la place de la navigation d'Ouchy, les Kurdes fêtaient leur nouvel an. Pour mettre de la couleur dans leur fête, ils ont invité des groupes folkloriques suisses et portugais.
Nous sommes là pour fêter un événement qui est déjà fêté par les Kurdes depuis déjà 2700 ans, qui s'appelle Nevroz, qui signifie nouveau jour. سروک کمونال لوزانه مسیو دانیل برالا ام دعوت میکروفون بگیم. C'est pour Lausanne un très grand plaisir que d'accueillir pour la première fois ici sur la place de la Navigation la fête de votre communauté à l'occasion, si j'ai bien compris, à la fois de l'arrivée supposée du printemps vu la température, mais le feu va nous réchauffer dans quelques minutes, et également, si j'ai bien compris aussi, d'une forme de nouvel an. Mais comme je ne connais pas toutes vos traditions, je ne vais pas m'aventurer plus longtemps dans ce thème. Lausanne ne peut que se réjouir que les communautés qui constituent sa population soient vivantes et permettent de créer aussi bien la connaissance des cultures réciproques que de créer une forme de société où chacun conserve son identité. Il y a lieu de remarquer que nous sommes dans un des très rares endroits au monde où les communautés étrangères représentent un bon tiers de la population, à Renan c'est même 54% ou 53%, et ceci sans compter tous ceux qui ont pris un passeport suisse dans les 20 dernières années. Ce qui fait que probablement, si l'on considère comme communauté étrangère tous ceux qui sont restés étrangers ou qui sont en Suisse depuis moins de 20 ans, ça dépasse la moitié de la population. Et malgré cela, nous ne rencontrons aucun des problèmes que la haine a pu semer dans certains pays d'Europe du Nord. Finalement, je vous souhaite, au nom des autorités, une excellente fête. Et puis, je vous souhaite également que malgré le froid, de nombreuses personnes nous rejoignent encore les prochaines heures. Et puis enfin, puisque le symbole du feu va amener le réchauffement, que les prochaines années, il fasse, malgré le mois de mars, une température qui incite encore plus de monde à venir à vos fêtes. Merci de l'avoir organisé et bonne chance. Dans les sorties cette semaine du tout nouveau dans le Bourdosique, on vous propose de la house avec DJ Dizzy. Et un tout nouveau, avez-vous quelque chose de sympathique à raconter avec le Club du Rire? Mais oui, il faut rigoler dans la vie. Et dans les extérieurs, nous retrouverons un reportage de Téléobjectif Réussir avec les orgues de Barbarie. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à la semaine prochaine, au revoir.